Alors, pour Monsieur Chouard, j'ai deux questions. La première, quel scénario vous voyez pour obtenir le RIC? Voilà, on sait qu'il y a l'avant et l'après. Et comment on arrive au résultat qui permet la suite? Et ensuite, la deuxième question, est-ce que vous pouvez nous parler rapidement des élections européennes? Pourquoi vous votez alors que finalement la représentation ne vous parle pas, mais pourtant vous le faites, vous participez quand même au vote? Comment vous pouvez expliquer ça, notamment pour l'UPR et M. Asselineau? Merci. Alors, quel moyen d'obtenir le RIC? Obtenir, ça veut dire qu'il faut le demander, c'est mal barré. Donc, dans mon esprit, on ne l'obtiendra pas, on le voudra, et parce qu'on le voudra, on l'aura, parce qu'on aura appris à l'écrire nous-mêmes. Pourquoi vous votez aux élections européennes alors que vous vous défiez des élections? C'est une vraie question, mais je ne dis pas seulement que je vais voter. C'est un petit peu plus long. Je dis d'abord que jamais je ne m'émanciperai avec l'élection. C'est-à-dire que je ne me fais aucune illusion. Je n'attends pas de l'élection qui est infantilisante, qui est une procédure qui me nie comme acteur politique, qui me conduit à abdiquer ma souveraineté dans les mains de quelqu'un qui va tout voter à ma place. Donc, évidemment que je ne compte pas sur l'élection pour m'émanciper. Donc, particulièrement pour les élections européennes, pour lesquelles nous sommes appelés à élire des gens qui n'ont aucun pouvoir, de mon point de vue, les élections européennes, on n'en a rien à faire. RAF. Donc, vous pouvez bien voter pour qui vous voulez, mais c'est une absurdité de vous empailler parce que votre voisin n'a pas voté la même chose que vous. On s'en fout totalement. Laissez-le voter ce qu'il veut, qu'il y ait une liste gilet jaune, pas une liste gilet jaune, qu'il y ait une liste à gauche, à droite, on s'en fout. De toute façon, ça ne changera rien. Et le Parlement européen est composé de plus de 700 députés. Vous allez quoi, en élire un ou deux? Vous ne changerez rien, de rien. C'est quand même une partie de la réponse qu'il ne faut pas oublier. Donc sur l'essentiel, c'est-à-dire notre émancipation, c'est-à-dire notre résistance à toutes les formes de domination, il n'y a rien à attendre de l'élection, et particulièrement de celle-là. Donc on s'en fout, et surtout, ne vous disputez pas là-dessus, et ne faites pas reproche à un tel d'avoir voté, de ne pas avoir voté, on s'en fout. Ceci étant dit, élire, enfin en tout cas donner sa voix à l'un ou à l'autre n'est pas sans effet, n'est pas forcément inutile. C'est-à-dire qu'il y a un intérêt, je vois un intérêt secondaire, mais donc non nul, un intérêt secondaire à désigner quelqu'un plutôt qu'un autre. Quand vous donnez vos voix à quelqu'un, vous l'encouragez si vous trouvez qu'il est valeureux, indépendant du système de domination qui est contestable et tyrannique. Il y a quand même des gens qui se donnent du mal et qui sont plus valeureux que d'autres. Les candidats à l'élection et les élus ne sont pas équivalents, ils ne sont pas les mêmes. Donc même s'il y en a que vous trouvez imparfaits mais quand même relativement valeureux, ce n'est pas absurde de leur donner une voix pour leur donner du courage, quoi. En plus, vous leur donnez de l'argent parce que l'État va leur donner quelques euros pour chaque voix. Mais si c'est pour ça, il vaut mieux leur donner carrément des euros directement. Ce sera plus rapide et plus simple. Parce que c'est vrai qu'il y a quelque chose quand même de légitimant. Quand on accepte d'élire, en quelque sorte, on légitime cette procédure infantilisante. Et je comprends cette contradiction, mais je la mets en balance avec cet autre avantage que je vais vous décrire, c'est qu'en l'occurrence, pour l'UPR, se bagarre depuis sa création pour sortir de l'Union européenne, ce qui, pour moi, il faut comprendre que moi, je m'occupe des gilets jaunes qui sont, pour moi, enthousiasmants, mais moi, je me bagarre depuis 15 ans. Et depuis 15 ans, je me bagarre contre l'Union européenne. C'est-à-dire que ça fait 15 ans que je travaille, j'ai 3 chantiers, la démocratie et le processus constituant populaire, la monnaie et l'émancipation monétaire du peuple
par lui-même, et l'Union européenne avec une prison dont il faut sortir absolument, parce que tant qu'on est là-dedans, on décide d'absolument rien. On a perdu absolument toute souveraineté avec l'Union européenne. Donc, et pour moi, c'est un tiers de mon travail, c'est absolument considérable. Et donc, avoir en France un parti qui se bagarre prioritairement et réellement pour sortir de l'Union européenne, ben, c'est pas neutre. Je ne pense pas du tout d'abord qu'il pourra gagner l'élection, et je ne pense pas que même s'il gagne l'élection, il y arrivera. Je m'en fous. Je vous dis, je vous répète, l'élection ne changera rien. Mais ce gars-là est capable de mener une éducation populaire pour que grandisse l'idée qu'il faut sortir de l'Union européenne, alors que tous les médias des riches, parce que je vous rappelle que les riches ont acheté tous les médias pour ça, les médias des riches nous rappellent tous les jours que sortir de l'Union européenne, ça va nous conduire aux pires catastrophes, que nous allons tous mourir, que nous allons tous nous appauvrir, qu'il va pleuvoir des grenouilles, ça va être effrayant. Ok, bon. Au milieu de ce paysage médiatique dans lequel les journalistes nous traitent les opposants à l'Union européenne comme des racistes, des xénophobes, des fascistes, que sais-je encore, s'il y a un bonhomme qui peut développer l'idée que, pour des raisons rationnelles, extrêmement puissantes et nombreuses, il est important et urgent de sortir de l'Union européenne, ben, s'il y en a un qui défend cette idée, ben, c'est pas idiot de l'aider, parce que pour l'instant les médias le cachent, le musellent en disant ce gars-là n'a pas de voix, donc on ne lui donne pas de temps de parole. Eh ben, moi, si je lui donne une voix, je lui donne un peu de pourcentage qui retire aux médias des riches le prétexte qui leur permet de cacher le discours selon lequel il faut sortir de l'Union européenne. Donc, oui, il y a une certaine incohérence à dire l'élection est infantilisante, elle nous décourage, elle nous dissuade de faire de la politique, elle est anti-politique, elle fait de nous des enfants politiques qui ne pourront décider de rien. Et donc, je combats l'élection, je préfère d'autres procédures plus démocratiques. Et c'est contradictoire avec le fait de participer à l'élection. Oui, il y a une contradiction petite, enfin, que moi je considère petite, par rapport au fait que si je peux aider quelqu'un dont le discours serait utile parce qu'il permettrait d'obtenir que grandisse la vague de protestation contre l'Union européenne pour en sortir, quand je fais le bilan, eh ben, je me dis que c'est plus malin d'aider le gars qui en a besoin. Voilà, parce que si c'est pas moi qui l'aide, qui va l'aider, quoi, hein, donc il n'y en a pas beaucoup pour l'aider. Donc il y a une petite incohérence et une grosse cohérence. J'avais oublié de vous apporter des autocollants qui ont été fabriqués par les Bretons. La semaine dernière, j'ai fait le tour de Brest, Lorient, Rennes. Et il y a un gilet jaune qui, lui, son idée, c'était de nous aider à faire la promotion du RIC facilement partout. Donc je les mettrai sur la table, on pourrait peut-être les mettre sur la table à l'entrée. Vous pouvez les prendre, c'est gratuit évidemment. Et c'est vrai que si on met sur nos valises, sur nos cartables, sur notre blouson, sur notre sac à dos, un peu partout en mairie, ben en fait, sans effort, les gens se demandent qu'est-ce que c'est que ce truc-là, et puis on en parle et l'idée grandit. Monsieur Genre, bonsoir. Romain, j'ai une question pour vous, et c'est pour rebondir sur cette histoire d'Union européenne. C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, vous vous concentrez sur la Constitution française et vous dites clairement en fait que, au final, ça sert à rien puisque tout est impossible tant qu'on n'est pas sorti de l'Union européenne. Ce que je voudrais savoir, c'est pourquoi prendre parti pour le RIC et pourquoi pas directement prendre parti pour le Frexit, qui est une composante majeure pour obtenir justement tout ce qui est démocratie directe. À mon avis, le RIC est infiniment plus important que le Frexit, parce que le RIC institue notre souveraineté, alors que le Frexit, non. Le Frexit, si vous voulez, la prison française, c'est une prison nationale qui a été fabriquée par les représentants, mais les représentants armés de ce pouvoir de tout décider sans rien avoir à craindre de nous, ces gens-là ont bâti par-dessus la prison. C'est comme si autour de la prison, ils avaient construit d'autres murs, une autre prison qui est la prison européenne, et nous sommes en fait dans deux prisons, l'une dans l'autre. Mais si nous sortons avec le Frexit, si on sort de la prison européenne, on reste dans cette prison française. Alors qu'avec le RIC, et je répète qu'il n'est pas question de le demander aux élus, les élus ne nous donneront jamais. Avec le RIC, institué par nous-mêmes, écrit par nous-mêmes, EPNM, avec le RIC écrit par nous-mêmes, on institue la souveraineté, c'est-à-dire beaucoup plus largement le pouvoir de décider.
et de décider, si on veut, de sortir de l'Union européenne. On fera le Frexit par RIC, c'est tout. Et on fera tout le reste aussi. Donc ça me paraît plus important, prioritaire et plus important de se battre pour le RIC que pour le Frexit. Surtout que le Frexit que je vois apparaître souvent dans les médias, ou en tout cas quand il est défendu, il passe par l'article 50. Alors l'article 50 consiste à demander à nos maîtres, enfin à nos alliés européens, leur demander est-ce que vous voulez bien qu'on sorte, et puis vous regardez les Anglais, ça fait des années qu'ils sont en train de négocier, de se faire plumer. Il y a d'autres façons de sortir qu'avec l'article 50. L'article 50, il est légaliste, il respecte la loi. Donc c'est une solution qui est imaginée par quelqu'un qui est légaliste. Mais on pourrait très bien imaginer de dénoncer le traité. Mais il y a plein de traités qui ont été dénoncés. C'est une banalité de dénoncer les traités. Bon, c'est pas bien de dénoncer un traité parce qu'on s'était engagé et là on se retire. Ouais, mais on se retire en même temps. Les traités européens nous promettaient la justice sociale, la prospérité économique, toutes sortes de miracles merveilleux qui n'ont pas eu lieu. Et donc on est fondé à dire, écoutez, vous êtes gentils, mais le contrat il n'a pas marché, on se barre. Et donc par Frexit, on pourrait dénoncer le traité, ça irait plus vite que par l'article 50. Donc le RIC est bien sûr très prioritaire à mon avis, parce qu'il nous donnerait le Frexit et bien d'autres choses encore. Alors, peut-être je peux formuler, et vous allez me dire parce que je sens que vous avez encore une objection, et je la respecte tout à fait, et je vais suggérer, vous allez me dire si c'est ce que vous pensiez. L'objection, c'est de dire que si nous avons le RIC, l'Union européenne va nous empêcher tous les RIC, en fait. Puisque l'Union européenne, c'est une prison politique qui nous a privés de la souveraineté. Quand on va voter une chose ou une autre, par exemple, si vous votez la mise à zéro de la TVA sur les produits de première nécessité, ce qui augmente le pouvoir d'achat des pauvres. Peut-être une règle européenne va vous interdire parce que le niveau minimum de la TVA est de temps et que zéro c'est interdit. Mais la réponse que je fais à ça, c'est que dès que la population va s'apercevoir qu'à chaque fois qu'elle fait un RIC, elle est embêtée, faut pas dire de gros mots, elle est embêtée par l'Union européenne. Eh bien, l'idée du RIC pour faire un Frexit va lui venir très rapidement, à mon avis, très rapidement. Le temps de se faire recaler sur 2 ou 3 RIC importants avec l'Union européenne qui dit non, c'est pas possible, c'est pas possible, eh bien, on va décider de se barrer. À mon avis, le RIC nous donnera le Frexit avant longtemps. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tous. Alors, l'objection est... Non, mais c'est une objection qui a du sens. C'est quoi ton prénom ? Romain dit, est-ce que vous y croyez vraiment, sachant qu'aujourd'hui, quand on demande dans la rue aux gens, est-ce que vous voulez sortir de l'Union européenne, la plupart des gens vous disent non. Ils disent non alors qu'ils avaient voté non en 2005, voilà. Et qu'aujourd'hui on leur a mis la tête à l'envers avec les médias et ils croient que c'est mal. En fait, mon objection, c'est que en fait, en 2005, on a voté contre la Constitution européenne, on nous l'a imposée en 2008. Oui. Ce que vous dites par le RIC, c'est que pour moi, en fait, ce qui risque de se passer, c'est qu'on nous refuse le RIC et qu'en fait, les gens, tant pis, en fait, c'est pas grave, ça a été retoqué par l'Union européenne. On dira que c'est Macron qui l'a retoqué, on fera sauter Macron. Et puis ça finira comme ça a toujours fini, en fait. Je vais te répondre, Romain. Tu as bien compris que... Je te tutoie, excuse-moi. Tu as bien compris que le RIC auquel je pense, ce n'est pas le rikiki offert par les députés. Donc ça va être un vrai RIC écrit par nous-mêmes. Et donc, dans le RIC écrit par nous-mêmes, je vais te lire un alinéa d'articles que nous écrirons parce qu'on sait bien que les médias sont capables de les médias des riches sont capables de nous mettre la tête à l'envers et de nous conduire à voter contre nos intérêts, sottement. Ça, c'est un article de constitution d'origine populaire. Vous pourriez écrire quelque chose d'équivalent avec d'autres mots, mais d'équivalent. Délai et organisation de débats contradictoires. L'opinion des citoyens doit être honnêtement et complètement éclairée en toutes circonstances. Dans ce but, tous les médias du pays, journaux, radios, télévision, agences de presse, instituts de sondage,
et de statistiques, tout ce qui permet de fabriquer l'opinion, de modeler l'opinion, d'éclairer l'opinion ou de l'intoxiquer, doivent appartenir, donc tous les médias du pays doivent appartenir à leurs journalistes et employés du moment. Aucune personne physique ou morale ne peut acheter un média, quel qu'il soit. C'est comme si on faisait de tous les journaux des scopes. Des scopes, vous savez, les scopes des sociétés coopératives ouvrières qui appartiennent à leurs salariés, les salariés, les journalistes et les employés. Et les actuels propriétaires des médias doivent les céder gratuitement à leurs employés. Et la Chambre des médias, tirée au sort, veille à l'application de ces règles. Si tu veux, quand c'est un RIC écrit par nous-mêmes, et bien sûr, vous allez voir, quand vous faites des ateliers constituants, tout de suite, quand vous réfléchissez, vous pensez aux médias. Oui, et quand tu penses aux médias, s'il est question d'incorporer un RIC là-dedans, eh ben, il faut l'incorporer avec une modification sur les médias pour retirer les médias aux riches. Et si les riches n'ont plus les moyens de nous mettre la tête à l'envers, je peux te dire que très rapidement, l'idée du vote de sortie de l'Union européenne comme en 2005 va réapparaître comme les fleurs au printemps. S'il vous plaît. Bon, bonsoir. Pour reprendre Nicolas de Condorcet que vous avez cité, sous la constitution la plus libre, un peuple ignorant est toujours esclave. Nous devons comprendre les véritables causes soigneusement occultées par les médias et les politiques qui sont les outils de domination du système totalitaire marchand. Ce système est à l'œuvre partout dans le monde. Il est responsable de la spoliation de l'Afrique, de la déstabilisation du Proche et du Moyen-Orient et des mesures d'austérité en Europe qui nous concernent aujourd'hui. Derrière la pression sociale et le racket fiscal, il y a l'agenda de l'Union européenne qui est le monstre de ces mêmes intérêts. Macron, comme ses prédécesseurs, ne sont que les agents de la haute finance et des multinationales dont le rôle est d'appliquer la feuille de route écrite par les technocrates de Bruxelles. Les médias et les instituts de sondage ont pour objectif de manipuler, de façonner l'opinion publique. Ils conditionnent l'amour de notre servitude et peuvent torpiller n'importe quel projet de référendum. Les partis politiques ont pour mission de diviser les citoyens. Ce système est bien huilé et jusque-là, il fonctionne parfaitement. Sauf que nous sommes en train de nous éveiller, de nous informer et de penser par nous-mêmes. La dette publique est l'outil d'asservissement des nations au niveau mondial. Répondons seulement à cette question. Quels intérêts privés détiennent la dette publique au travers de la Banque centrale européenne? Tant que le RIC n'est pas écrit et défini dans la Constitution, il n'est qu'une chimère. D'ailleurs, il ne peut y avoir de RIC serein sans la garantie de la séparation des pouvoirs financiers, médiatiques et politiques. Le véritable enjeu n'est-il pas d'exiger en premier lieu que ce soit à la nation d'imprimer la monnaie et non les banques privées dont l'avarice, la cupidité et le pouvoir de corruption n'ont pas de limites ni de frontières? N'est-ce pas la première garantie de notre souveraineté? Comme l'a affirmé une certaine dynastie dont on ne peut prononcer le nom, celui qui contrôle l'impression de la monnaie contrôle la nation. Tant que nous ne résoudrons pas les causes, nous assisterons impuissants aux mêmes conséquences. Merci. Je suis bien d'accord avec ça. Comme je vous disais, un tiers de mon travail, c'est sur la monnaie, la dette et l'émancipation monétaire. Mais c'est par un processus constituant populaire que nous nous émanciperons sur le plan politique et monétaire. Nous ferons les deux en même temps. Ça n'est pas contradictoire, il n'y a même pas de priorité, vous n'aurez pas l'un sans l'autre. Si vous ne vous émancipez pas sur le plan monétaire, vous ne vous émanciperez pas sur le plan politique. Et si vous ne vous émancipez que sur le plan politique et pas monétaire, en fait, vous n'aurez pas l'émancipation politique. Donc, il faudra qu'on écrive tout ça ensemble, nous-mêmes. Donc, je suis bien d'accord. Je voulais poser cette question. Est-ce que vous pensez un peuple ou une nation peut être souveraine en utilisant une monnaie créée par une oligarchie, c'est-à-dire par une minorité qui domine l'ensemble? Ça, c'est la question qui vient en plus de ce que monsieur vient de poser. Voilà, je vous laisse circuler le micro et merci pour vos réponses. Et oui, d'ailleurs, monsieur Chouard, enfin Étienne, on se connaît, Étienne,
Tu es toi-même co-créateur d'une monnaie et on n'a pas besoin de l'instituer, cette monnaie. On n'a pas besoin de l'écrire. Elle existe déjà depuis bientôt 2 ans. On va fêter ces 2 ans le 2 et 3 mars à Toulouse. Donc je vous invite à venir nous rejoindre. Et cette monnaie, on n'a pas besoin de la quémander. C'est une monnaie qui est co-créée par ses membres. Elle n'est pas créée par la dette. Et quand vous parlez, Monsieur Chouard, Étienne, quand tu parles de riches, il faudrait d'abord définir qui sont ces riches. Ces riches, c'est les banques et les politiques qui nous invitent tous les 5 ans à aller mettre un bulletin dans une urne. Il n'y a pas moins démocratique que de se déplacer pour mettre un bulletin pour se déposséder de sa souveraineté. Alors que la monnaie libre, c'est nous, chacun d'entre nous, qui sommes co-créateurs de cette monnaie. Et on n'a pas besoin de demander à quiconque. Et la preuve est que cette expérience, elle existe de Perpignan à Liège, de Douarnenez en Bretagne, en Suisse. Voilà. Merci. Merci Nadia. À gauche. C'est vrai, il faut que vous alliez chercher sur Internet monnaie libre. La monnaie libre s'appelle la June. Ça s'écrit G majuscule et un 1. Et c'est tout à fait intéressant, passionnant, émancipant. C'est un sujet à travailler. Le système n'attend que nous pour y participer. Ce qu'il y a d'enthousiasmant avec ce système, c'est que nous n'avons pas besoin d'attendre une quelconque révolution. La monnaie libre existe déjà. Il faut que vous alliez vous inscrire, devenir parrainé par 5 personnes et vous allez aussitôt devenir co-créateur de la monnaie. C'est-à-dire que l'étalon monétaire est devenu populaire et retiré à l'oligarchie financière. Donc ça ne règle pas tout, mais c'est tout à fait intéressant. Je vous recommande de travailler la question. Monnaie libre, la June. Priscilla, comment tu vois la suite des événements autour de toi? Est-ce que tu penses que le mouvement dans la rue ou sur les ronds-points doit continuer? Ça, c'est la première question. Et pour Étienne, j'aimerais que tu nous fasses part de ta pensée sur la représentativité sur une assemblée. Pourquoi une assemblée de députés qui sont élus serait moins bonne qu'une assemblée de députés qui serait tirée au sort parmi le peuple de façon aléatoire, au tirage au sort? Alors, pour la suite du mouvement, justement, c'est parce qu'il y a un certain ras-le-bol, je pense que tout le monde ressent, du fait qu'il n'y ait pas de vraies mesures prononcées, du fait qu'on soit méprisé, du fait qu'on nous ait inventé un débat qui n'en est pas un. Et je pense que c'est pour ça qu'on a tenté, en tout cas, d'initier ce gros mouvement sur Paris qui a pour mot d'ordre de ne pas bouger tant qu'on ne prononce pas de vraies mesures. À côté de ça, vous avez des gens qui travaillent depuis des années sur des sujets de démocratie directe et participative qui, aujourd'hui, ont l'occasion de se faire entendre, alors que ce n'était pas le cas avant, qui travaillaient un petit peu dans l'ombre, parce qu'elles n'étaient pas écoutées, parce qu'on ne voulait pas donner la parole aux personnes qui traitaient de sujets de démocratie, de vraie démocratie. Et ces personnes-là travaillent sur des projets qui consistent à permettre aux citoyens de s'exprimer plus librement dans des processus tels que celui qui serait mis en place en créant une assemblée citoyenne. Et moi, je crois en ce projet parce qu'au-delà d'obtenir des mesures fortes qui permettraient de retrouver du pouvoir d'achat et au-delà des mesures, des initiatives qu'on nous partage de personnes qui cherchent des failles judiciaires, enfin des failles administratives, je dirais plutôt, qui viseraient à pouvoir instaurer le RIC d'une autre manière que par le référendum qu'on a demandé nous à Paris. On a demandé à ce que le RIC soit demandé au peuple, mais on ne nous a pas entendus, on n'a pas voulu nous entendre. Donc vous avez des personnes qui travaillent sur des projets qui consisteraient à le prendre, comme dit Étienne. Et ces projets-là, moi je les suis de près parce que j'aimerais savoir où ils vont mener. Et je compte m'associer même à des projets qui pousseront ces projets-là. Je m'associerai à ces collectifs qui pousseraient ces projets-là, parce que justement, je pense, comme Étienne, qu'on ne nous donnera rien du tout. Donc je pense qu'au-delà de ça, ce qui se passe au niveau de la forme, les manifs, les blocages, les ronds-points, je pense qu'il faut les maintenir pour que les gens qui passent par là continuent à communiquer sur ce qu'on fait, parce que c'est important, que aussi d'un point de vue
international, on a donné quand même on a donné le là à des personnes qui peut-être recommencent à y croire en fonction du contexte dans lequel ils vivent, parce que chaque pays a ses problématiques, mais le mouvement s'est propagé parce que ce problème de démocratie, il existe partout, hein, finalement. Et je pense que c'est important de maintenir cette pression-là pour dire on est encore là, on a des choses à revendiquer, mais on travaille en sous-marin, j'ai envie de dire, sur des projets plus sérieux. Enfin, c'est pas que c'est pas sérieux d'aller manifester, mais sur des projets qui demandent du temps et de l'analyse d'informations. Et on n'en parle pas, on ne le médiatise pas forcément parce qu'on nous a mis déjà beaucoup de bâtons dans les roues, mais on y travaille. Donc je dirais que dans l'ordre, des mesures fortes obtenues par des actions fortes et du travail en profondeur avec des gens qui sont experts depuis des années sur certains sujets comme la démocratie et d'autres sujets qui tournent autour du pouvoir d'achat et de la fiscalité et qui essaient de pousser des mesures pour qu'on les obtienne sur le plus long terme. Mais pour l'instant, il y a une urgence et puisqu'on n'est pas écouté, on va essayer de prendre ce qui nous revient de droit. Mais ça ne dépend pas que de moi, on est plusieurs et j'espère qu'on arrivera à faire ce gros coup de force en mars. Sur la question tout à l'heure de l'assemblée élue, qui serait moins bonne qu'une assemblée tirée au sort, je ne vais pas développer, hein, mais je vous signale que dans le petit bouquin que j'ai écrit pour les Gilets jaunes, pour résumer la thèse du fait qu'il faut qu'on écrive notre puissance, j'ai rappelé ce que j'appelle le procès citoyen de l'élection, c'est-à-dire tous les reproches qu'on peut faire à l'élection parmi des candidats qu'on peut aider. En gros, l'élection, du point de vue des gouvernés, du point de vue des représentés, l'élection nous déresponsabilise, elle nous décourage, elle nous désincite à faire de la politique, elle nous crétinise d'une certaine façon parce que n'ayant plus aucune raison de faire de la politique, nous n'en faisons plus aucune, nous sommes comme vraiment infantilisés. Et du point de vue des gouvernants, l'élection porte au pouvoir les pires d'entre nous. Donc d'abord ceux qui veulent le pouvoir, et puis l'élection en fait fabrique des castes de politiciens, des gens qui sont au-dessus de nous, et quand on élit quelqu'un, on désigne les meilleurs, et on ne désigne jamais les pires évidemment, donc par construction, les meilleurs, on les met au-dessus de nous, et ces gens-là, même s'ils sont bons, se comportent naturellement comme nos maîtres, c'est-à-dire qu'ils se croient légitimes pour tout décider à notre place, alors que le tirage au sort, pas du tout. Et etc. Surtout, le plus important est pour la fin, comme l'élection est parmi des candidats qu'on peut aider, la procédure par construction donne à ceux qui ont le moyen d'aider, c'est-à-dire les plus riches, et qui achètent les journaux pour ça d'ailleurs, mais pas que les journaux, donne aux plus riches d'entre nous les moyens de gagner toujours l'élection, pratiquement toujours. C'est-à-dire que nous arrivons à élire quelques valeureux minoritaires, mais les majoritaires sont toujours les représentants des plus riches. Et c'est pour ça que depuis que l'élection existe, c'est-à-dire depuis 200 ans, depuis la Révolution française, on a le capitalisme, c'est-à-dire le régime des riches par les riches pour les riches. Mais c'est à cause de cette procédure de l'élection. Alors qu'avec le tirage au sort, vous désignez jamais deux fois la même personne, et la personne qui est désignée par tirage au sort ne peut pas être au service des riches. Le tirage au sort, en ne s'appuyant pas sur la volonté, retire toutes les prises possibles aux escrocs dont le talent est de tromper précisément la volonté. Donc le tirage au sort, il est incorruptible. Alors bien sûr, on a peur de tirer au sort des abrutis ou des malhonnêtes, bien sûr, mais en fait, il y a des tas de procédures complémentaires au tirage au sort qui gomment complètement ces inconvénients. Les inconvénients disparaissent parce que vous contrôlez les tirs au sort. Les Athéniens, pendant 200 ans, ont tiré au sort tous les matins leurs représentants, alors qu'ils savaient très bien qu'ils pouvaient tirer au sort des gens malhonnêtes ou incompétents, mais comme ils les contrôlaient comme le lait sur le feu, avec des contrôles avant le mandat, pendant le mandat, après le mandat, finalement, ils n'avaient pas les inconvénients que le tirage au sort seul aurait donné. Et Montesquieu soulignait que le tirage au sort tout seul n'était pas convenable, mais que le tirage au sort complété par des institutions complémentaires devenait extrêmement vertueux et la seule procédure démocratique digne de ce nom. Parce qu'avec le tirage au sort, vous avez une rotation des charges, donc vous avez une déprofessionnalisation de la politique qui est mécanique par la procédure elle-même. Et je vous rappelle que vous ne donnez pas tout le pouvoir au tiré au sort. Vous leur donnez un petit peu de pouvoir, jamais deux fois de suite, ça tourne et sous un contrôle quotidien. Donc c'est beaucoup moins dangereux que l'élection. Donc ça se travaille. Je vous conseille de bosser le procès de l'élection.
vous verrez que progressivement, cette idée qui paraît farfelue au premier abord, le tirage au sort, en fait, quand on la creuse, on dit mais c'est quand même une très très bonne idée. Mais les élus ne veulent pas qu'on la travaille, évidemment. Ce n'est jamais les élus qui institueront la dose de tirage au sort qu'il nous faut. C'est à nous d'y penser. Vous devriez y travailler. Bonsoir, je m'appelle Sybille, je viens de Saint-Pons-de-Thomières. Je suis tout à fait pour la June et puis la souveraineté monétaire. Je vous invite aussi à jouer au jeu de la corbeille ou Géconomicus que j'ai créé et que je peux vous aider à animer, former des animateurs parce que c'est un jeu qui va permettre de vraiment comprendre la monnaie. Parce que comme dit Étienne, il s'agit de devenir adulte et avant d'adopter quelle que soit une autre monnaie qu'on nous propose, eh bien c'est bien de la comprendre. Bon, je continue. Une autre, par rapport à la souveraineté, effectivement, démocratique, monétaire, mais il me semble qu'il y a quelque chose de très important aujourd'hui, c'est aussi numérique. Parce que tant qu'on ne connaît pas, nous pouvons avoir des comportements naïfs. Et aujourd'hui, beaucoup de plateformes que nous utilisons peuvent être vues, les données que nous écrivons peuvent être récupérées pour nous donner des publicités ou pour nous espionner. Les plateformes des vrais débats, des grands débats sont mal faites. On peut créer 30 000 comptes par personne si on veut. Donc vous pouvez imaginer que ceux qui ont l'argent pour payer des gens à créer des comptes et mettre des posts, eh bien, vont gagner. C'est comme ça qu'il y a des choses vraiment bizarres. Les données des plateformes, ce sont des logiciels fermés. Donc moi, je nous invite à une indépendance, une souveraineté aussi sur les outils. Donc les outils, la monnaie, les logiciels libres, il existe tout ce dont on a besoin en open source, en code source ouvert, gratuit. Il suffit simplement de s'organiser pour créer les serveurs, décider bien où on les a pour pas qu'ils soient chez Cap Collectif. Ou moi j'ai fait une enquête, apparemment il y a des choses, c'est en Italie, en Hollande, moi je comprends pas. Les gilets jaunes, il semble qu'on est assez grand pour s'organiser en France. Donc moi je lance vraiment un appel pour qu'on reprenne aussi notre souveraineté numérique. Et ça, on n'a pas besoin de faire de loi, on peut s'organiser dès maintenant et ça va nous aider à organiser tout le reste. Je me dépêche. Juste une dernière chose, j'entends beaucoup de divisions, ça me fait beaucoup de mal. Je voudrais faire un appel à peut-être qu'on ne va pas trouver d'union, mais une alliance. Une alliance, c'est vraiment vers le plus haut et on peut être différent. Merci. Bonsoir. Bonsoir, ici. David, coproducteur de Monnaie Libre. Je voulais faire juste une simple remarque déjà préliminaire. Il se trouve qu'on a un gouvernement, on a un gouvernement qui à sa tête un leader donc de la Startup Nation qui adore l'innovation et pourtant au niveau politique je trouve que ce personnage est beaucoup plus prudent que pour tout ce qui touche à l'économie. Et ensuite, je vais parler un peu plus du RIC, ce pourquoi je suis venu ici. J'aimerais faire peut-être une remarque ou une proposition au niveau peut-être du seuil, de cette notion de seuil en fait de déclenchement. Il existe une proposition que j'ai relevée sur un blog, pour ne pas le citer, celui d'Olivier Berruyer, où il proposait non pas un seuil, mais une fréquence de RIC. C'est-à-dire qu'on peut non pas dire qu'on va déclencher à 200 000 personnes, mais plutôt établir 10 RIC par an. Et ce seront les RIC qui auront touché le plus, qui auront comptabilisé le plus de signatures, qui seront parmi les 10 premiers à être votés. Et si vous me permettez, une deuxième chose, au niveau du risque de mal poser la question, on pourrait peut-être aussi opter pour une forme de votation par jugement majoritaire, avec plusieurs propositions qui seraient ressemblantes et où tous les citoyens pourraient s'exprimer pour choisir celle qui correspond le mieux à la réponse. Merci.
Merci beaucoup de signaler le travail d'Olivier Berruyer et le citoyen, à mon avis admirable, qui anime le site qui s'appelle les-crises.fr. C'est un site que vous devriez consulter tous les jours. C'est, de mon point de vue, le meilleur site d'information du pays. Ce type-là est valeureux, courageux, ce qu'il fait est magnifique. Et il a fait sur le RIC, sur le référendum d'initiative citoyenne, un travail remarquable. Il est en train de l'améliorer encore, on a passé des heures à en parler. Il va nous le publier peut-être ce week-end, la dernière version. C'est un travail qui va nous proposer, il va nous demander de l'amender, d'y travailler, de le corriger, de lui suggérer des idées. Nous devrions l'aider, ça va être épatant. Vous allez voir, c'est très bien pensé, c'est original. Et comme le disait David, pour lui, choisir le seuil n'est pas facile. Si on met un seuil trop, on risque d'en rater. Si on met un seuil trop bas, on va en avoir trop, on va être dégoûté par le nombre des initiatives. Lui, et ça se défend tout à fait, mais ça va être à vous d'y réfléchir dans vos ateliers constituants, mais après avoir découvert cette proposition, je pense que vous allez sûrement l'intégrer. Pour lui, il faudrait que n'importe qui puisse proposer une initiative et la soumettre sur un site, le site du RIC, où seraient publiées toutes les propositions citoyennes. Et chacun des citoyens, chacun des 40 000 citoyens pourrait voter pour ou contre les RIC qui lui conviennent. Et se dégagerait ainsi progressivement sur le site des RIC les meilleurs des RIC, les RIC que nous préférons. Alors, il y en aura peut-être 2, 3, 10 qui seraient les meilleurs, et selon lui, selon Olivier, et là encore c'est à vous d'en discuter dans vos ateliers constituants, mais selon lui, nous pourrions décider de prendre chaque année les 10 meilleurs RIC, donc ça vous donne 10 propositions de loi qui seraient présentées sur un imprimé, comme il le faut en Suisse. Vous savez qu'en Suisse, 4 fois par an, ils vont voter aux différents référendums d'initiative citoyenne en cours, et ça se présente sous la forme d'une feuille de papier avec les questions, les initiatives, et puis vous votez oui, non, oui, non, oui, non, et vous votez pour plusieurs RIC à la fois. Eh bien, nous ferions ça, suivant l'idée d'Olivier, sur 10 questions par an, nous choisirions les 10 plus votés dans le pays. Et donc c'est tout à fait alternatif à tout ce qu'on voit, c'est tout à fait original. Et il y a encore d'autres choses originales dans les propositions d'Olivier. Sur le jugement majoritaire, merci aussi d'en parler, parce que c'est très certainement, en tout cas de mon point de vue, c'est le meilleur mode de scrutin que nous connaissions. Le mode de scrutin que nous utilisons dans nos élections, c'est-à-dire le mode uninominal à 2 tours, est un chef-d'œuvre d'humiliation. Il nous condamne à donner toutes nos voix à un bonhomme que nous n'avons même pas choisi et de n'en donner aucune à tous les autres, ce qui est une caricature, alors qu'en fait notre jugement est toujours beaucoup plus nuancé. On voudrait dire celui-là c'est celui que je préfère, je lui donnerai une bonne note, et celui-là je lui donnerai une note un peu moins bonne, et celui-là j'ai très peur de lui, je lui donnerai une note négative. Ça, ce serait un jugement beaucoup plus nuancé, et c'est ce que le vote majoritaire permet de faire. Le vote majoritaire nous demande non pas de donner toutes nos voix à quelqu'un, de dire lui je veux, c'est le roi. Ça nous permet de dire, de donner des notes à chacune des propositions, ce qui fait un dépouillement beaucoup plus compliqué, mais qui peut être assisté par machine. Alors il faut faire attention au vote par machine, c'est super dangereux. Le vote électronique est opaque et invérifiable. Donc vous devez avoir tous vos warnings allumés quand on vous parle de vote électronique. C'est le lieu de triche le plus dangereux qui soit, et c'est toute la démocratie, oui, toute la démocratie, parce que nous imaginons une démocratie dans laquelle nous allons tous voter tout le temps sur tous les sujets, mais si c'est par vote électronique, c'est super dangereux. Je rêve que les jeunes enfants, là, les jeunes programmeurs nous mettent en place, nous imaginent un système bien sécurisé, qui nous permettent de voter de chez nous, de n'importe où, sans avoir rien à craindre des triches, mais on n'y est pas encore. On n'y est pas encore. Mais la blockchain, c'est une technologie sur laquelle on va sûrement s'appuyer, mais ça ne suffit pas. Parce que la blockchain, elle te garantit la fiabilité de certains mécanismes, mais quand tu es devant un écran et que tu vois que la machine te dit, tu lui dis je vote pour sur telle loi, je vote tel choix. Lui, à l'écran, il te dit j'ai voté pour toi.
mais tu ne sais pas ce qu'il a fait à l'intérieur. C'est invisible ce qui se passe dans un ordinateur. Tu ne sais pas si ce qu'il te dit, c'est effectivement ce qu'il a fait du côté de la blockchain. Donc en fait, j'en parle à grands traits. Je sais bien, il me semble qu'un jour on va y arriver, mais on n'y est pas encore, et en attendant, je vous conseille de vous méfier sur le vote électronique. Bonjour. J'ai une petite question. Parce que tout à l'heure, vous avez parlé du coup un peu réticent par rapport à l'Union européenne. Vous la décrivez comme une prison. Et que le RIC irait sûrement vers le Frexit. Mais j'ai une petite question. Vous désignez aussi notre État comme une prison. Et vous ne voulez pas le détruire, vous voulez le changer. Est-ce qu'il ne serait pas favorable d'en faire autant avec l'Union européenne, sachant que quand même nous avons des gilets jaunes qui sont dans d'autres pays de l'Union européenne. Donc pourrait-on pas faire quelque chose ensemble, être plus fort, au lieu de tous se retrancher encore une fois vers notre nation? Oui, mais c'est déjà en cours. Il faut peut-être demander à Priscilla, mais il me semble qu'il y a déjà des gilets jaunes dans plein d'autres pays. C'est déjà en train de... les gilets jaunes sont une évolution contagieuse, je crois, non? Oui, c'est vrai qu'on a pas mal de gilets jaunes qui sont dans d'autres pays, qui nous regardent, et il y en a qui comprennent ce qu'on fait, parce qu'ils ont suivi de très près, et d'autres par contre qui recherchent encore des explications. Hier encore, je discutais avec des médias d'autres pays qui ont le besoin de savoir ce qui se passe et de pouvoir informer correctement, parce que ce qui transparaît à l'extérieur, ce sont les violences, parce que c'est ce qu'on leur montre. Et ils sentent qu'il y a quelque chose qui se passe, ils sentent que c'est quelque chose qui pourrait se reproduire, qui pourrait se produire chez eux, parce qu'ils ont un besoin aussi d'avoir une vraie souveraineté par le peuple, mais ils ne comprennent pas pourquoi ça ne se passe pas si bien chez nous. Alors si ils avaient vent du travail qui est fait sur le fond, peut-être qu'à ce moment-là, ils feraient pareil, et ils craindraient moins d'aller vers un mouvement plus profond chez eux. Donc c'est important qu'on informe bien aussi les gens à l'extérieur, et effectivement, c'est pas qu'un mouvement. Le mouvement, c'est pas un mouvement français, c'est un mouvement citoyen pour moi, et c'est un mouvement qui englobe tout citoyen qui a ce besoin d'être représenté comme il faut, et ce besoin de vivre décemment et de consommer ce qu'il faut aussi, et des produits sains aussi, parce qu'on bouffe de la merde. Donc partout, on a à peu près les mêmes socles et les mêmes revendications au niveau de la vie, mais ensuite tout ce qui est très particulier à chaque pays, ça on peut pas se prononcer sur ce qui se passe dans chaque pays d'Europe. Par contre, on sait qu'on est tous victimes entre guillemets de ce que décide la Commission européenne, et ça c'est mon avis personnel. Et c'est vrai que je pense que si on pouvait travailler, c'est compliqué déjà de travailler entre gilets jaunes en France, alors on ne peut pas s'allier à des Européens qui ont ce souci-là aussi avec la Commission européenne, mais par contre, ça ne nous empêche pas de communiquer sur ce qui marche. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais... Une question pour Étienne, s'il vous plaît. Excusez-moi. Je sais que la question a déjà été posée, mais mon concitoyen, il a posé 2 questions, et il y en a une qui a été un peu occultée, et c'est sur comment faire. Ça fait 3 mois maintenant qu'on est sur les ronds-points. Bon, je pense que tous ensemble, on est prêt à durer encore longtemps, on ne lâchera rien. Mais concrètement, pour arriver au RIC, comment faire? Je sais qu'il y a par exemple une voie de se fédérer encore plus, d'arriver à un certain nombre sur les ronds-points, quelques millions, et puis faire pression et exiger un référendum pour demander le RIC. Il y a cette solution, mais il manque quand même, je pense, une finalité pour arriver vraiment au RIC et en finir, quoi. Là, nous sommes comme des prisonniers dans la cellule, et il y en a qui s'impatientent parce qu'on n'a pas un moyen de sortir vite. Mais voilà, nécessité fait loi. Nous n'avons pas le moyen d'en sortir vite. Il faut qu'on soit nombreux pour être légitimes à changer de système. On n'est pas assez nombreux, et donc la priorité, c'est de devenir plus nombreux.
la solution, enfin l'action concrète décrite tout à l'heure par Patricia de Carcassonne en colère est absolument remarquable. Ce questionnaire qui ne passe pas par Internet, qui demande donc un contact physique, réel, avec des gens qu'on va voir à qui on fait signer le questionnaire et qui demande parfois 1 heure à le signer, est un vecteur de contamination démocratique tout à fait remarquable et très efficace. Si dans chaque commune, les gilets jaunes se mettent en tête d'aller parler avec ceux qui ne sont pas encore gilets jaunes sur le fondement de leurs revendications, en essayant de chercher dans la liste des 67 questions, les questions qui sont les plus importantes, et en prenant le soin d'insister sur le fait que le RIC leur donnera accès mécaniquement à tout le reste, tout ce qu'ils veulent, plus le reste, ce travail-là consiste concrètement à devenir plus nombreux et donc à devenir progressivement, bientôt, légitime à tout changer. Donc, je sais bien que c'est du travail de fourmi, c'est tout petit, mais c'est essentiel et c'est, je crois, le meilleur moyen, puisque par les médias, on aura des bâtons dans les roues, puisque les médias ont été achetés par les riches pour mettre des bâtons dans les roues des pauvres, donc ça fonctionne, et ça fonctionne particulièrement en ce moment. Et donc, mais avec la technique de Patricia, comment il s'appelle j'ai oublié. Consultation nationale citoyenne, il faut que je me souvienne de cet acronyme, de ce nom, ça me paraît une action tout à fait remarquable qui va nous conduire à être plus nombreux. Ce que font déjà plusieurs communes, et par exemple la commune de Saint-Clair-du-Rhône, à qui j'ai donné leurs coordonnées à Patricia, vous devriez vous connecter. Ce qu'ils font, eux, c'est du même tonneau. Ils ont organisé eux-mêmes un RIC sur le RIC, sans demander rien aux élus ou aux autorités. Ils sont allés faire du porte-à-porte. Ils ont été chassés de leur rond-point, comme bien d'autres. Et au lieu de rien faire, ils sont allés toquer à la porte des gens. Or, il se trouve que chez les gens, ceux qui ne sont pas encore gilets jaunes, depuis 40 ans, quand on leur demande est-ce que vous voulez le RIC, ils répondent à 80%, donc c'est pratiquement toute la population. Ils réclament oui, le RIC, c'est ça qu'on veut. Donc, en fait, la population qui n'est pas encore gilet jaune, elle aspire à la même chose que la priorité des gilets jaunes. Et donc, en fait, il y a un potentiel d'extension rapide, à condition d'aller voir les endormis pour les réveiller, gentiment, progressivement. Mais quand on toque à la porte de quelqu'un en lui disant « Est-ce que vous êtes d'accord pour le RIC ?» a priori, vous avez beaucoup de chances de tomber sur quelqu'un qui est d'accord et qui ne sera pas hostile. Et quand vous lui rendez sensible que nous autres, les gilets jaunes dehors, on est en train de se bagarrer précisément pour ce qu'il veut déjà, et que ce serait bien qu'il vienne nous rejoindre, alors pas forcément dans la rue, mais qui nous aide avec son assentiment, son agrément, eh bien on augmente le soutien dans la population. Au passage, il me semble que dans les actions concrètes pour devenir nombreux à vouloir le RIC, il y a le fait de ne pas bloquer les gens. Je comprends que dans une logique traditionnelle d'opposition de type syndical entre les patrons et les ouvriers, on soit tenté de tout bloquer pour obtenir un rapport de force et obtenir une mesure de type législatif immédiate. Mais ici, ce qui se passe, c'est qu'on a un mouvement historique d'éducation populaire constituante jamais vu et qui a besoin de temps pour se développer, qui ne pourra déboucher que si on est très nombreux, et donc on a besoin du temps pour que ça se développe, et qu'il faut que ça se développe en restant populaire, puisqu'on a besoin qu'il y ait de plus en plus de gens qui nous rejoignent, et ils ne nous rejoindront pas si on est impopulaire. Il est donc tout à fait, à mon avis, tout à fait improductif de choisir des actions qui gênent les gens. Les opérations escargots, les blocages. Même quand on fait le sondage, il faut faire le sondage en demandant aux gens, mais sans ralentir les autres. Si on les ralentit, si on enquiquine les gens, très rapidement, l'ensemble de la population dont nous avons besoin pour être légitime, si on n'est qu'un million, un demi-million ou 1 million, on n'est pas légitime pour renverser un gouvernement de 40 millions. Il faut que nous soyons plus nombreux. Et donc il est très important qu'on ne fasse pas chier, qu'on n'embête pas les citoyens, si on veut qu'ils soient avec nous. Vous comprenez ? Il y a bien d'autres. Les gilets jaunes ont été capables d'inventer des tas d'actions tout à fait puissantes par rapport aux capitalistes, enfin par rapport aux puissants,
et aux dominants et par rapport au gouvernement, et qui n'embêtent pas les gens. Quand les Gilets jaunes ont libéré les péages, c'est-à-dire nous ont rendu ce qui nous appartient, les autoroutes, ils se sont rendus extrêmement populaires. Hein, je veux dire, alors c'est difficile maintenant parce que les autoroutes se défendent, mais je suis sûr que les Gilets jaunes pourraient inventer des tas d'autres libérations de services publics en rendant gratuits les transports, je ne sais quoi. Donc c'est très concret, hein, parce que je vois l'objection, c'est pas concret, mais c'est très concret d'aller chercher les gens et de les ramener pour qu'ils deviennent gilets jaunes. Juste un instant, je voudrais pouvoir compléter par rapport à l'action du collectif Article 35 des droits de l'homme. Il faut savoir qu'on a lancé cette action parce qu'aujourd'hui, on peut remarquer que le dialogue est complètement fermé avec notre gouvernement. Cette action, des analystes politiques indiquent que si le peuple fait appel à l'article 7 du statut de Rome, ils identifient ça comme une bombe nucléaire, tellement ils considèrent ça humiliant pour le gouvernement en place. Donc cette action-là, elle est faite aussi pour montrer à tous nos concitoyens et également à un niveau international qu'aujourd'hui, on a un gouvernement qui réprime l'opposition, qui réprime les gilets jaunes parce qu'on est dans l'opposition de sa politique. Donc cette action-là, c'est pour ça qu'on a besoin d'aide. On a besoin que vous signiez cette pétition. On a besoin de récupérer rapidement les dossiers des victimes parce que c'est pareil, on travaille énormément derrière à la jurisprudence pour faire en sorte que ce dossier ne soit pas débouté par la Cour pénale internationale. Et il faut le dire aussi, la Cour pénale internationale, s'il n'intervient pas sur le dossier que l'on demande, devra se justifier. Ils ne pourront pas dire « on n'a pas vu passer le dossier ». Ils devront se justifier devant tous les Français qu'ils n'ont pas envie d'entendre que notre gouvernement réprime et nie que nous avons des droits fondamentaux qu'il n'a pas le droit de bafouer. Voilà. Merci. Oui, bonsoir. Question à Étienne Chouard. Oui, je suis désolé, encore une. Donc, il y a une dizaine d'années, quand j'ai commencé à m'intéresser à l'économie, à la finance et à la monnaie, il y a eu deux personnages clés. Le premier, Bernard Maris, qui, paix à son âme, a été lâchement abattu en Charlie Hebdo, et Étienne Chouard. En 2014, j'ai assisté lors des premières universités du revenu de base, donc à Périgueux, un atelier sur la constituante avec Étienne Chouard. Et je dis ce gars-là, ce jour-là, je me suis dit, ce gars-là, il détient une bombe dans sa main. Il détient une bombe, et moi, les deux questions que j'ai envie de poser, c'est la première, est-ce qu'Étienne Chouard met en danger quelque chose ou quelqu'un? Si oui, quoi? Deuxième question, a-t-il eu des menaces ou est-il en danger? Merci. C'est gentil, merci. Mais je peux mourir tranquille parce que j'ai plein de clones et en fait ils ne se débarrasseront pas de nous en tuant quelques-uns. Nous sommes déjà en train de nous émanciper. Hier j'étais à Fort-Calquier et on a fait le petit bout d'atelier constituant qu'on a fait tout à l'heure qui n'est pas facile, hein. C'est une idée nouvelle, il faut peut-être qu'on la présente plus rapidement, plus légèrement. Mais en même temps que je le commentais, il y avait des gens dans l'Assemblée qui me devançaient et qui répondaient à ma place, c'est-à-dire qu'en fait, ils étaient déjà capables de faire l'analyse critique du texte et de voir le niveau monter aussi vite, ça me remplit de joie, quoi. Je veux dire, en fait, on n'a plus besoin de moi. Vous êtes déjà capable de vous émanciper tout seul et c'est enthousiasmant. La solution ne viendra pas d'un sauveur, hein. C'est à vous de devenir constituant. Si vous ne faites pas ça, c'est mort, hein. L'idée n'est pas bonne. C'est à vous de devenir constituant. N'attendez rien d'un sauveur. Si vous mettez tout sur un bonhomme ou une bonne femme, c'est très facile pour les puissants de se débarrasser physiquement de la personne ou de la discréditer, de prétendre qu'il mange des enfants, je ne sais pas quel autre scandale absolu. Et si vous avez tout misé sur cette personne, le discrédit de cette personne va foutre en l'air votre idée. Donc il faut
Il faut déchouardiser cette idée. Vous n'avez besoin de personne. Vous n'avez besoin de personne pour instituer vous-même votre puissance politique. Vous n'avez besoin de personne, ni des élus, ni de quelque leader que ce soit. C'est à vous d'apprendre, comme on apprend à écrire des A, des B, des C, comme on apprend à écrire, c'est à vous d'apprendre à instituer vous-même votre puissance et à être contagieux pour devenir nombreux. Et quand vous serez nombreux, moi je serai mort, mais ça va arriver. Mort ou pas. Bonsoir. À gauche, ici. Bonsoir Étienne, bonsoir Priscilla. Merci de nous avoir rejoints pour cette conférence. Faites-moi plaisir, posez des questions à Priscilla, j'adore l'entendre. Vous me privez de Priscilla en me posant des questions. D'accord Étienne, je vais faire ça. Alors, au cas où nous ne puissions pas encore mettre en place l'élection par tirage au sort, comme vous l'aviez mentionné Étienne, pensez-vous judicieux que les membres Gilets jaunes puissent se présenter aux élections législatives anticipées, auquel cas où elles devraient arriver, pour dégager les élites en place, protéger le RIC s'il est mis en place et repousser les propositions néfastes à notre démocratie? Voilà ma question. C'est un programme intéressant que vous proposez. Il y a beaucoup d'idées. Beaucoup de monde propose beaucoup de choses, beaucoup de manières de faire, enfin plein de manières de faire différentes. Il n'y a pas de meilleure idée, il n'y a pas une idée qui est meilleure qu'une autre. Mais moi j'ai envie de dire que toute initiative soit lancée par la personne qui a eu l'idée. Voilà. Je pense que c'est la personne qui s'approprie l'idée d'une autre personne ne mènera pas le combat de la même façon. Donc si c'est un programme qui vous tient à cœur, si c'est quelque chose que vous considérez qui est bien de faire, foncez. Mais si vous avez les personnes avec vous qui pourront aider à ce que votre programme aboutisse, pourquoi pas. Mais je ne pense pas que nous, on pourra vous dire c'est une bonne idée, c'est le meilleur programme, c'est ce qu'il faut faire. Il y a déjà quelque chose qui se passe aujourd'hui. Quand Étienne disait que je sois là ou pas, le fait que l'éveil ait commencé, ça permettra que les gens puissent transmettre l'information aux uns et aux autres, former les uns et les autres, renseigner les uns et les autres, communiquer à l'international. Et c'est déjà un combat, c'est déjà dur, on ne nous facilite pas la tâche. Alors, est-ce que c'est la meilleure façon de faire? Je ne saurais pas dire. Est-ce que c'est une bonne façon de faire? Je n'ai pas la réponse à cette question. Mais moi, je pense qu'il faut tout tenter parce que, comme je disais, moi, je participe à ce qui est préparé avec Amida. Je participe à d'autres choses que je pense qui sont des bonnes idées. Et on ne peut pas être sur tous les fronts. Mais je pense que si c'est quelque chose auquel vous croyez, allez-y. À droite. N'oubliez pas que l'élection de candidats parmi les gens qu'on peut aider donne le pouvoir à ceux qui ont les moyens d'aider. Donc je pense que les Gilets jaunes vont avoir du mal à aider autant leurs candidats que les riches. Donc peut-être que je me trompe et c'est bien d'essayer. Là, on a besoin d'une biodiversité des résistances. Les meilleures résistances vont marcher, les moins bonnes non. Mais bon, s'émanciper par l'élection... Bonsoir. Excusez-moi par avance parce que je serai sûrement très cru. Oui, ici. Vous utilisez des mots très durs contre les journalistes, vous les traitez de corrompus. Vous dites que les riches, par exemple, prennent la société, que nos dirigeants sont incompétents. Et au final, est-ce que vous ne créez pas non plus un sentiment de stigmatisation de la société? Est-ce que vous n'avez pas peur de stigmatiser la société? Et je suis désolé de poser la question, mais est-ce que c'est pas non plus votre but? Stigmatisation de quoi, vous dites? Est-ce que vous n'avez pas peur que les gens se mettent à se méfier les uns des autres? Parce que vous avez critiqué beaucoup les médias, alors que on vous voit souvent sur les médias, et vous avez été vous-même encouragé par les médias. Si on vous connaît, c'est par les médias, donc vous ne pouvez pas non plus dire qu'ils sont tous corrompus, je suis désolé. Et
est-ce que vous n'avez pas peur que que la société finalement soit complètement divisée, ou est-ce que finalement c'est pas un peu ce que vous cherchez? J'ai pas tout compris, mais de ce que j'ai compris, je voudrais lever des malentendus. Vous avez des mots très durs contre les journalistes, vous dites qu'ils sont corrompus. Je me fais une très haute idée du métier de journaliste. Pour moi, les journalistes sont les sentinelles du peuple. Donc, je compte beaucoup sur le métier de journaliste. Pour moi, c'est un des métiers les plus importants. Une démocratie digne de ce nom a besoin de journalistes dignes de ce nom. Mais, comment ben, vous pouvez me répondre si vous voulez. Tenez, vous avez un micro derrière vous. Je suis désolé, mais votre discours est un peu facile. Vous dites, oui, les journalistes doivent être les représentants du peuple. Donc là, vous essayez d'adoucir un petit peu le terme. Donc ça veut dire que pour vous, ceux qui ne sont pas avec vous, qui ont un sentiment un peu opposé, sont forcément corrompus. Non, pas du tout. Pas du tout. Les journalistes devraient être pluralistes, c'est-à-dire on devrait trouver dans le monde des journalistes des gens qui sont pour, des gens qui sont contre, il devrait y avoir de tout. Je ne dis pas du tout que les journalistes devraient être d'un point de vue ou d'un autre. Mais il me semble, je ne sais pas quel est votre prénom, il me semble, et dites-moi si je me trompe, mais que quand un journaliste, un jeune homme ou une jeune femme qui a dédié sa vie au métier d'informer la population, quand ce jeune homme, cette jeune femme, devient le salarié, c'est-à-dire le subordonné. En droit, un salarié, c'est subordonné, c'est-à-dire que ça obéit aux ordres de quelqu'un qui a acheté son média. Il avait créé un média qui était un média indépendant, c'était un petit média, il s'est mis à bien marcher parce qu'il était indépendant. Et puis il a été acheté, comme on achète une savonnette, je pense parce que nous n'avons pas de constitution qui l'interdise. Une bonne constitution protégerait les jeunes gens qui sont dans ce média et qui l'ont créé, qui étaient valeureux. Et cette constitution devrait interdire à Bolloré, à quelqu'un qui est un marchand de canons, quelqu'un qui est ultra riche, devrait interdire à quelqu'un qui a la puissance financière de l'acheter comme on achète une voiture. Il me semble que quand ce jeune homme ou cette jeune femme devient le subordonné de quelqu'un qui est ultra riche, oui, il perd l'indépendance que je crois nécessaire pour ces jeunes gens dont j'honore la fonction. J'ai évidemment rien contre les personnes. Hein. Je pense que les jeunes journalistes de Bolloré ne peuvent pas faire autrement. S'ils font autrement, ils se font virer. Je vois Hervé Kempf qui se fait virer du Monde. Hervé Kempf, qui est quelqu'un de valeureux, qui travaille au Monde, il s'est fait virer. Et maintenant, le Monde n'a plus de Hervé Kempf. Non, mais il peut me répondre s'il veut. Hein. Vous pouvez me répondre si vous voulez. C'est intéressant comme échange. Hein. J'ai rien contre les journalistes en général. J'ai quelque chose contre les journalistes achetés par les riches. Et donc, tenus par eux, quoi. Hein. Mais il me semble, mais bon, je peux me tromper. Tenus par les riches, à quel moment... Enfin, oui, tenus par les riches, mais je suis désolé, l'être journaliste, aujourd'hui, plus personne n'achète des journaux. Et pour faire vivre le journalisme, c'est pas des biais de Monopoly. Si des personnes... Alors, on va dire des milliardaires achètent des journalismes, sauf qu'il y a aussi des journalistes indépendants. Ça, là, je suppose que vous les mettez aussi un peu dans le même panier. Et je suis désolé, il y a... Non mais le problème c'est que vous dites ça maintenant. Non mais 2 secondes. Vous dites ça maintenant, mais quand on vous entend, et j'aimerais que vous fassiez plus souvent la nuance. Je ne vous dis pas que vous êtes forcément... Moi, je soutiens bon nombre de vos idées, très franchement. Mais simplement, évitez de stigmatiser tout le temps, de dire tout est noir, tout est blanc. Parce qu'à vous entendre, on a peur aussi de tout le temps de se dire, mais ce qu'on voit, c'est tout le temps de la merde. Alors qu'on parle de vous, et des fois en bien. J'entends ça, et je vous demande pardon pour, c'est vrai, de temps en temps, mes outrances. De temps en temps, je suis tellement exaspéré et dégoûté que je crie et je deviens outrancier. Je ne suis pas seul.
tout le monde fait ça. Les journalistes aussi. Quand les journalistes me traitent de ceci ou cela, c'est de l'outrance absolue, c'est les choses mises à l'envers. Donc ça nous arrive à tous, quand on est en colère, quand on a du ressentiment, d'avoir des mots qui dépassent notre pensée. Et c'est vrai que quand on le reconsidère, on peut en venir à le regretter. Mais vous ne pouvez pas réduire quelqu'un à ses outrances de Twitter, par exemple, où Twitter, on est obligé de résumer notre propos à 120 caractères. 120 caractères, vous ne pouvez pas nuancer votre pensée, vous êtes obligé de dire de façon souvent caricaturale votre pensée, parce que vous n'avez pas la place. Ceci dit, excusez la victime d'être brutale et malpolie. Elle est en train de se faire crever les yeux et elle voit les journalistes qui, pendant 2 mois, n'en parlent littéralement pas, physiquement ne parlent pas, des yeux crevés. Ils ont fini par en parler. Aujourd'hui, ils en parlent, d'accord. Mais pendant 2 mois, on voyait les journalistes qui ne parlaient pas des mutilés. Pour moi, un mutilé, vous savez enfin, je pense que si vous essayez de visualiser, vous allez vous rendre compte de ce que je veux vous dire. Vous avez l'engin qui arrive sur l'œil, qui tue l'œil et qui défonce toute la boîte crânienne. Et c'est un policier armé qui tire sur un manifestant désarmé volontairement. Un seul de ces cas-là devrait normalement faire un scandale d'État. Tous les journalistes devraient en parler. Le fait de ne pas en parler est révoltant. J'en fais pas du tout un problème de personne. L'idée que je m'en fais, c'est que le jeune homme qui en parle dans le journal, il se fait virer. Alors comme il n'a pas envie de se faire virer parce qu'il y a une famille à nourrir, eh ben, il n'en parle pas. Donc je pense que les journalistes de base sont contraints par leurs employeurs. J'en fais pas du tout un problème de personne, mais j'ai un problème avec le fait que la Constitution n'interdise pas aux riches d'acheter les outils d'information. Voilà, bon, mais c'est le programme du CNR, hein, du Conseil national de la résistance. Oui, alors ma première question, c'était, je voulais savoir si, selon vous, je sais que vous n'êtes pas toute la population, selon vous, sur quelle revendication précise le mouvement des Gilets jaunes pourrait s'arrêter? Ça, c'est ma première, parce que je pense que malheureusement, il y aura toujours des contents, mais aussi des mécontents. Et c'est vrai que des victimes, il y en a quand même un peu ras-le-bol, hein, des blessés, autant du côté manifestant que du côté de la police. Je pense que ce serait bien que ça puisse s'arrêter et j'ai l'impression que vu la tournure que ça prend, ça ne s'arrêtera jamais. Et ensuite, la deuxième, je voulais savoir si réellement c'est vrai qu'il y a beaucoup de gilets jaunes, de leaders, même si le mot leader pour moi ne veut absolument rien dire, a été victime de menaces de mort. Est-ce que vous avez été aussi menacé? Et ensuite, je voulais à Étienne, la troisième. Est-ce que vous pensez que le modèle américain pourrait être une solution pour la République française? Voilà, tout simplement. Alors pour ce qui est de l'arrêt du mouvement, moi je pense que le mouvement il évolue et que, comme vous dites, il ne s'arrêtera jamais, mais ce n'est pas dans le sens péjoratif. Il ne s'arrêtera jamais dans le sens où on va continuer, je pense, à travailler sur des sujets qu'on n'osait pas aborder avant. On va continuer à se parler, on va continuer à travailler, à construire des choses ensemble. Donc pour moi, il ne s'arrêtera pas dans ce sens-là. Est-ce qu'il s'arrêtera au niveau de la forme, au niveau des actions? J'espère bien, parce qu'effectivement, on ne peut pas passer nos vies dehors à revendiquer des choses auxquelles on a droit. Mais j'espère bien qu'il ne s'arrêtera pas. Voilà. Et par contre, pour ce qui est des revendications, justement, là où je pense qu'on est quand même pas mal tous d'accord, c'est sur la hausse du pouvoir d'achat. Et ce qui est quand même intéressant, c'est qu'on nous a souvent opposés aux associations qui défendent l'environnement, qui donnent des alertes sur le climat, etc. Et ces associations-là, elles font des propositions qui sont ignorées jusqu'à aujourd'hui, alors que ce sont des solutions qui pourraient aider à retrouver une justice fiscale et sociale. Et aujourd'hui, on travaille ensemble, et on travaille déjà depuis le début du mouvement, mais ce n'était pas forcément mis en avant. Et on continuera de travailler ensemble pour qu'on vive dans un monde meilleur. Et pour moi, c'est dans ce sens-là que le mouvement ne sera pas mort. Donc je pense qu'autour de ça, on est d'accord déjà, je pense pouvoir dire qu'on est d'accord au moins pour consommer mieux, vivre dans un environnement plus sain,
et avoir les moyens de consommer mieux et de vivre dans un environnement plus sain, ce qui n'est pas pareil. Donc, et puis pour tout le reste, c'est à nous de le construire. C'est vrai Étienne parlait d'impatience, et c'est vrai que quand on sent qu'on peut changer les choses, on a envie que ça change très rapidement, mais je pense qu'il faut qu'on soit patient et qu'on apprenne d'abord à travailler ensemble, ce qui n'est pas évident, et qu'on apprenne à construire des choses ensemble. Et si on n'est pas, nous, si on n'a pas la chance de voir tout ce qu'on aimerait voir évoluer, espérons que les générations futures verront le résultat. À gauche. Il y avait deux autres questions. Il y avait deux autres questions et une autre aussi pour Étienne après. Pour ce qui concerne les menaces, alors je laisserai les personnes intéressées répondre elles-mêmes. Pour ce qui me concerne, on est pas mal attaqué sur les réseaux sociaux, et ça je pense que c'était à prévoir. Ce sont pour moi des personnes qui n'ont pas beaucoup de courage et qui sont des personnes assez malsaines, et justement ça garde les pieds sur terre parce que autant il y a de belles rencontres, autant il y a des collaborations superbes, des choses qui resteront en mémoire, autant il y a des points négatifs, et ça permet de garder de garder les pieds sur terre et d'avoir comment dire, j'ai pas les mots là, mais ça permet de ne pas oublier dans quel monde on vit. Voilà. Il s'agissait de demander si on préférerait pas le modèle américain. Alors, ça semble être une extravagance parce que le modèle américain est encore plus ultra-capitaliste que le nôtre. Et je pense que la question, je ne sais pas quel est votre prénom, je l'ai oublié, mais il pose la question parce que le président américain est beaucoup plus contrôlé par son législatif, par le Congrès, qu'en France où nous avons le système de domination parlementaire qui donne le plus de pouvoir à l'exécutif. Nous avons une monarchie républicaine. Nous sommes sous le joug d'une monarchie républicaine qui est la plus tyrannique du monde parmi le monde parlementaire. Je ne parle pas des tyrannies, évidemment, des dictatures, mais dans les régimes parlementaires, d'habitude, dans tous les régimes parlementaires, l'exécutif n'est pas élu à part du législatif, c'est du Parlement, c'est au sein du Parlement qu'est élu, nommé le Premier ministre, c'est-à-dire l'exécutif. Et donc l'exécutif, partout sur Terre, dépend du législatif et peut se faire virer à tout moment par le Parlement. En France, pas du tout. En France, il y a une motion de censure qui est possible, c'est-à-dire que le Parlement peut voter une motion de censure qui va virer le gouvernement, mais il ne va pas virer le président de la République. Le président de la République est à part et il est invulnérable, il est intouchable. Et deuxièmement, la motion de censure est littéralement impossible. Pourquoi elle est impossible? Parce que en France, on élit le président, qui est toujours, par le mécanisme de l'élection, un chef de parti. Et donc, après une présidentielle, celui qui vient de gagner et d'accéder au pouvoir est le chef d'un parti. Or, le chef d'un parti est celui qui donne, pour les élections législatives qu'il y a juste après, les investitures. Investiture, ça veut dire que moi, chef de parti, le chef de gang qui vient de gagner, je donne à mes barons, je donne à mes alliés, je donne le ticket pour gagner l'élection. Parce que juste après une présidentielle, il y a comme une vague intellectuelle qui consiste, ça marche à tous les coups, à dire donnez-moi la majorité dont j'ai besoin pour gouverner. Et les gens votent pour donner la majorité. Donc ce qui est très important, c'est que le président chef de parti donne les investitures. Donc en fait, les parlementaires dépendent pour leur carrière de celui qu'ils sont censés contrôler. Et donc, ils ne le contrôlent pas puisqu'ils en dépendent. Et parce que c'est le même chef de parti qui va donner la réinvestiture pour la réélection plus tard. Donc, les parlementaires dépendent pour leur carrière de l'exécutif. C'est la raison pour laquelle en France, on parle, depuis 1958, on parle de députés godillots. Alors, pas de tous les députés, les minoritaires, ils résistent, ils tempêtent, mais les députés majoritaires sont comme asservis par le jeu de leur carrière au président, et ça en fait des godillots qui obéissent. C'est pour ça que dès que le président et son gouvernement demandent des trucs, ils l'obtiennent à tous les coups. C'est parce que les députés ne sont pas indépendants. Mais ça, c'est une question d'atelier constituant. Quand vous allez réfléchir, vous allez les rendre indépendants et vous allez avoir une meilleure séparation des pouvoirs et donc un meilleur contrôle des pouvoirs les uns les autres. C'est à nous de le faire.
Et donc le système américain, alors il a un peu plus de contre-pouvoir, mais très peu quand même. Hein. Je veux dire, les Américains sont traités comme des enfants. Les Américains n'élisent même pas leur président. Ils élisent des grands électeurs qui ensuite élisent les maîtres. C'est n'importe quoi. Enfin, du point de vue de la démocratie, c'est une hérésie, un scandale absolu. Donc, aucune émancipation à attendre du système américain, évidemment. À gauche. Vous vous en tirerez pas sans faire des ateliers constituants. Il faudra que vous bossiez. Hein. Vous allez avoir à travailler. Hein. N'essayez pas de repiquer un système qui existe. Nous allons inventer un RIC meilleur que tous ceux qui existent et un système de représentation sous contrôle citoyen qui n'a jamais existé et qui va être une nouveauté pour l'humanité. Nous allons évoluer nous-mêmes, sans rien demander. Bonsoir. Bonsoir notamment à Étienne, c'est Nicolas de la liste Monnaie, si tu visualises. Donc moi, à mon sens, le but de la politique, de la société, c'est le bonheur des gens. Le régime, la démocratie, c'est qu'un moyen potentiel pour arriver à ce bonheur-là. C'est pour ça que je vais exprimer mes doutes par rapport au RIC. Le problème du RIC, c'est que la proposition, elle est écrite par une personne ou un groupe de personnes qui pensent pareil. Et lors du référendum, on va demander par juste pour ou contre cette proposition qui aura très bien pu être soutenue et qui pourrait très bien avoir la majorité. Le problème, c'est qu'à aucun moment, on se demande si cette proposition n'est pas cataclysmique pour certaines portions du peuple. Donc moi, je pense qu'il faut travailler comme vous faites pour les ateliers constituants, pour toutes les lois, dès les lois fiscales, les lois sociales, les lois économiques. Donc il faut être plus qu'un citoyen constituant, c'est être un citoyen commettant, c'est-à-dire qui légifère en toutes choses. Donc pour cela, c'est écrire les propositions sur le modèle du consensus. Donc le consensus, c'est mettre un accent supérieur sur les désaccords. À partir par exemple de 10-20% de désaccords, on revoit la phrase de la proposition qui ne va pas, et le but c'est de maximiser les accords et minimiser les désaccords, pas comme dans le RIC où c'est seulement la loi de la majorité. Donc c'est comme ça qu'on travaille chez Les Commettants. Je vous invite à voir lescommettants.fr. On travaille en consensus, un projet de société complet qu'on espère imposer à la prochaine présidentielle dans 3 ans, sans hiérarchie. C'est très intéressant. Je vous conseille effectivement d'aller voir ce site qui est passionnant. En fait, en nous émancipant et en apprenant à instituer nous-mêmes notre puissance, nous apprenons aussi avec des gens comme Sybille qui vous parlait du jeu de la corbeille, qui est une merveille. Je vous conseille de jouer à la corbeille. Vous allez comprendre comment fonctionne la monnaie actuelle. Vous allez comprendre comment fonctionnent les monnaies alternatives. Et ça va vous donner envie d'instituer vous-même ces monnaies alternatives. Jeu de la corbeille, vous devrez connaître. Lescommettants.fr, c'est passionnant. En fait, il y a plein d'outils. Les citoyens, en apprenant à discuter entre eux, apprennent à pacifier leurs discussions. Vous voyez aussi ce que vous pourrez trouver sur la sociocratie. Il y a plein de ressources sur Internet. Nous apprenons à nous pacifier nous-mêmes, à pacifier nos débats. Je ne sais pas vous n'avez pas dit votre prénom, je ne sais pas comment vous appelez, mais si nous instituons nous-mêmes le RIC avec, vous savez, cette initiative, et puis ce temps de débat contradictoire pendant lesquels il va y avoir un éclairage de l'opinion jusqu'au référendum, et si nous faisons attention à ce que ce temps soit long, qui est 6 mois, 1 an quand les sujets sont difficiles, quand les risques sont grands, 1 an de débats organisés sur la télé d'Éric, sur le site d'Éric, avec des controverses obligatoires entre les partisans du pour le RIC, et des partisans du contre l'initiative. Vous allez avoir une opinion qui va être éclairée, rendue compétente. Vous allez avoir des gens qui vont être rendus compétents, y compris sur les sujets dont vous avez peur. Vous avez dit, à aucun moment on ne vérifie que le RIC pourrait être catastrophique. Ben, ça dépend comment il est institué. Si vous l'avez institué avec un débat utilisant les méthodes développées par les commettants, c'est-à-dire un débat qui fait attention à ce que tous les points de vue aient été exprimés et à ce qu'il n'y ait plus de désaccord, avec peut-être allez-vous imaginer que l'initiative pendant le débat pourra être transformée en fonction des débats, justement. Peut-être que c'est quelque chose à instituer, ça. Hein, que la recherche par les méthodes du consensus, la recherche de moindres désaccords va nous permettre de modifier l'initiative première pour qu'il y ait moins d'opposition et finir par obtenir un référendum moins dangereux.
Mais c'est à nous de l'instituer. Ne partez pas perdants sous le simple fait qu'il y a des risques d'erreur. Oui, peut-être de temps en temps nous allons nous tromper. Mais attends, ça dépend. Non, ça dépend. Non, mais là vous le dites, mais ce n'est pas du tout une nécessité. Vous avez raison de souligner que si le débat n'a lieu qu'après la qualification de l'initiative, on a peut-être raté une étape. Et là, quand je vous parle de débat contradictoire entre l'initiative et le référendum, eh ben, j'ai oublié, et vous avez raison de le souligner, peut-être qu'il y a un débat à organiser avant l'initiative, de façon à bien la qualifier, pour être sûr qu'on a bien vérifié qu'il n'y avait rien de catastrophique à l'intérieur. Vous avez raison, mais ce n'est pas du tout une aporie, ce n'est pas une difficulté insurmontable. Le genre de remarques que vous faites va s'intégrer dans nos ateliers constituants et nous allons, dans le RIC que nous allons écrire, prévoir. Tu vois, il y a un cerveau collectif qui est en train de se mettre en route sur l'institution par nous-mêmes du RIC qui va intégrer toutes ces mesures. N'en ayez pas peur, on n'aura jamais eu un outil aussi protecteur, je crois. Ici. Bonjour, Olivier. J'ai 2 opinions et 3 questions à poser, dont une d'une personne derrière moi qui a dû partir. Donc je la poserai avec mes mots en son nom. On va passer sur les opinions, on va passer sur les questions plutôt. Donc la question de monsieur qui était parti, c'est qu'il trouvait que vous vous contredisiez beaucoup dans votre discours. Moi, j'ai relevé, par exemple, avec mes propres mots, une de ces contradictions. C'est par exemple sur la question du blog de Olivier, idée directrice, quelque chose comme ça, le nom, ou le blog d'Olivier. Berrugier Olivier Berruyer. Donc, vous disiez qu'il allait faire des propositions très bientôt et que vous les souteniez fortement, dont une, si j'avais bien compris, était qu'on pouvait donner des idées sur Internet, sur RIC, et que les gens allaient pouvoir voter derrière. 2 questions après, vous nous avez mis en garde toute la salle contre... donc juste avant, vous disiez que c'est une idée excellente qu'il faut promouvoir, et c'est ce que j'avais compris. Et 2 questions après, vous avez mis en garde la salle contre le vote électronique, que les gens devaient s'en méfier. Voilà, c'est par exemple... Et la personne qui était derrière moi trouvait que sur le niveau des discours, vous vous contredisiez beaucoup, ça ce sont mes propres mots. Sur le fait que vous n'ayez pas une pensée cohérente, avec un tout. Moi, les questions que j'avais à poser, c'était du coup... Je peux répondre comment à ça, dans le RIC, ou l'Assemblée constituante, le verre est dans le fruit, à mon avis, car une partie de la population ne pourra pas forcément accéder à la représentativité. Par exemple, les commerçants, artisans, qui sont seuls au travail, qui ne peuvent pas, donc, s'ils arrêtent leur activité économique pendant un certain temps, ils n'ont pas d'ouvriers ou des personnes qui puissent forcément les remplacer à leur travail, et donc ça les pénalise économiquement, ils perdent leur gagne-pain. Et la 2e question, du coup... J'ai pas compris à quoi... vous dites ne pourra pas accéder à quoi? J'ai pas entendu votre réponse. C'est pas une réponse, j'ai pas compris la question. Vous dites une partie de la population ne pourra pas accéder à... Ne pourra pas, a priori, comme je l'ai compris, d'être représenté, de pouvoir, sur un tirage au sort, vont dire non, je ne peux pas participer parce que je suis un commerçant et si je prends du temps sur mon activité, je perds. Donc, est-ce que ça se fera par Internet, ou des différentes choses? Voilà, c'est des questions que... Je peux répondre déjà à ces 2-là. La troisième question, c'est donc vous... sur les médias, vous faites des punchlines au niveau des médias, des choses comme ça, mais comment vous allez protéger un citoyen lambda qui part sur certaines questions de beaucoup plus loin que d'autres?
Par exemple, en mécanique, pour certaines personnes, démarrer une voiture, ça fonctionne, je démarre, je coupe. Si j'ai un problème, j'appelle le mécano, j'appelle l'assistance. D'autres sont bricoleurs, vont mettre la main dans le cambouis, et d'autres sont des mécanos. Comment les citoyens lambda, vous pouvez leur donner les outils pour prendre une décision en son âme et conscience, protégée de la part des influenceurs, des fake news, de gens qui... Ok, je vais reformer. C'est quoi votre prénom? Olivier. En effet. Son opinion, sans les fake news. Vous pouvez garder le micro, si ça ne vous embête pas. Vous me dites, vous n'avez pas une pensée cohérente, c'est possible, à mon avis, on a tous des contradictions de temps en temps. Hein. Il me semble souhaitable que la population opine en permanence sur les sujets, et donc le vote électronique serait tout à fait adapté, mais en même temps, je sais que pour l'instant, dans l'état actuel de la technique, le vote électronique est extrêmement dangereux, il n'est pas bien sécurisé. J'ai passé des milliers d'heures là-dessus. Nous avons sur le blog passé des centaines de pages là-dessus. J'ai fini par trouver une procédure qui marie le vote électronique avec une impression papier, qui permet d'avoir une assistance mécanique par une machine qui compte rapidement et qui permet de refaire les calculs. Mais comme on a du papier, on arrive, d'abord, l'humain arrive à contrôler, n'importe quel humain arrive à contrôler ce qu'il a voté, et on peut ensuite recompter quand on a un doute sur la véracité. Donc il existe déjà des solutions, mais qui ne permettent pas le vote électronique, totalement électronique, complètement. Alors, il me semble, mais ceci dit, je dis Ma question, en fait, n'était pas... Comme je vous disais, c'était la personne qui était derrière moi qui a dû partir, qui voulait vous poser cette question. Je pose mes propres mots. Moi, je parle donc, en fait, pour essayer d'élever le débat, en fait, que vous ayez une pensée, donc que votre pensée, votre travail n'est pas abouti, parce que vous êtes sur certaines choses, et vous comprenez, vous savez qu'il y a des problèmes. Mais je vous confirme que mon travail n'est pas abouti. Mon travail, c'est un chantier, et c'est un chantier collectif. Donc oui, c'est pas abouti, mais c'est pas pour ça que c'est mal. Oui, je suis d'accord. Alors vous dites, une partie de la population ne pourra pas accéder à une assemblée tirée au sort, notamment les commerçants qui sont seuls au travail, qui ne pourront pas être remplacés. C'est tout à fait vrai. Il y en a d'autres. Hein. Il y a par exemple le chirurgien dont la dextérité, l'habileté dépend d'un entraînement quotidien. Donc ce gars-là ne peut pas se séparer de son métier. Et c'est littéralement, je suis d'accord, une injustice, parce que si on tire au sort, ils ne pourront pas être choisis. En tout cas, il faudra qu'ils puissent refuser, sinon ils vont perdre leur métier. Ceci dit, l'élection, c'est pas mieux. Ces gens-là ne pourront pas être plus élus. Donc, ce n'est pas spécifique au tirage au sort. Hein. D'autre part, si nous écrivons... Sauf qu'une élection, entre guillemets, c'est là où rentre le professionnel de la politique. C'est là où rentrent les gens qui sont rémunérés pendant un certain temps et qui puissent... ceci est un débat. Je vous laisse plutôt terminer votre... Bon, je n'ai pas bien compris l'objection, mais ce que j'allais vous dire, c'est que si nous écrivons nous-mêmes la Constitution, nous allons instituer ce qui s'appelle le statut de l'élu. Le statut de l'élu, c'est l'Arlésienne en France. J'attends qu'il écoute la réponse. Dominique, laisse-le écouter la réponse. Le statut de l'élu, c'est de l'Arlésienne en France. Après, c'est pas forcément à moi que vous devez répondre. Quoi. Moi, je vous pose une question, c'est aussi à la salle que... Bah oui, mais... Bah non, mais vous... Bah non, mais... Enfin, si quand je réponds à votre question, je regarde quelqu'un d'autre, vous seriez légitime à me dire, mais vous pourriez me regarder quand vous me répondez. Enfin bon, c'est pas une malpolitesse de vous regarder quand je vous réponds. Mais il n'y a aucune agressivité dans mon propos. Hein. Je prends un problème et j'essaye de le régler honnêtement, loyalement. N'ayez crainte, hein, je ne vous en veux pas. C'est une question qui est récurrente. Votre question, nous la sommes posée déjà à de maintes reprises. Nous avons le problème de la disponibilité des candidats à la représentation. Il y a des gens qui vont avoir un problème parce qu'ils ont un métier et si on les prend pour exercer la représentation, on va les mettre en difficulté.
Donc nous avons le problème depuis longtemps, on sait ça. Et la solution, en tout cas une bonne solution, ça s'appelle le statut de l'élu. Le statut de l'élu, ça veut dire une protection de celui... Alors ça peut être l'élu tiré au sort, hein, c'est le statut du représentant. Et ce représentant, en fait, s'il est convenablement payé, et si on a repris la création monétaire, on a plein d'argent, donc il n'y a pas de problème de financement. Hein. Donc s'il est convenablement payé, et si l'entreprise où il travaillait est elle aussi également payée pour employer un remplaçant pendant la période de la représentation, ben vous avez réduit un grand nombre de cas. Si par exemple le commerçant qui est seul au travail reçoit une somme suffisante pour former son remplaçant et le payer pendant le temps de sa représentation, ben vous avez réglé une partie du problème. Hein. Vous n'avez pas réglé tous les problèmes. Le chirurgien, c'est pas réglable. On a réglé le problème du chirurgien d'une autre façon, en permettant au chirurgien de choisir lui-même les jours et les heures où il va venir après qu'il ait été tiré au sort. C'est-à-dire qu'on ne lui demande pas de venir tous les jours pendant une semaine, pendant 6 mois, pendant 1 an. On lui dit, écoutez, vous avez été tiré au sort, et si vous voulez, vous pouvez venir participer à l'Assemblée le soir, ou les week-ends, ou les jours où vous n'êtes pas de permanent. C'est-à-dire qu'en donnant de la souplesse au mandat, au planning de celui qui a été désigné quand il a des difficultés, là encore, on diminue la... Ce n'est pas une aporie complète, on arrive à trouver des solutions. Mais si vous voulez, si aujourd'hui nous n'avons pas de statut de l'élu, c'est parce que ce sont les élus qui sont chargés de l'écrire. Or, les élus, ils n'ont pas du tout envie que vous preniez leur place. Donc, ils trouvent très bien que vous soyez empêchés, parce que vous avez un métier, que vous soyez empêchés de candidater et de prendre leur place. Donc, c'est pour ça qu'on ne voit pas le statut de l'élu. C'est parce que c'est aux élus de l'écrire et que les élus ne veulent pas de notre concurrence. Mais si c'est nous qui écrivions la Constitution, on prévoirait évidemment un statut de l'élu avec le mieux possible. Ce ne serait pas parfait. Oui, il y a des gens qui seraient tenus à l'écart, bon, parce qu'on n'arrive pas à une solution parfaite, mais on ferait de notre mieux pour que ce soit possible. C'était juste pour dire que la salle soit consciente que votre solution, la solution de l'Assemblée constituante, n'est pas la panacée. N'est pas comme la démonstration Ah mais oui, mais alors, vous avez raison. Mais vous avez... La démocratie participative n'est pas la panacée. Tout le monde ne se retrouvera pas représenté. Mais bien sûr. Mais alors, vous faites bien de... Mais je vais abonder dans votre sens 1000 fois. Bien sûr, ce que je dis et ce que nous élaborons ensemble n'est nullement une panacée, mais pas du tout. Il n'y a rien de miraculeux. Ça va juste être beaucoup mieux. Voilà. Et la troisième question est essentielle, je vais essayer de la faire vite. Troisième question est essentielle, d'Olivier, c'est comment protéger le citoyen lambda de toutes les fake news et de toutes les intoxications qui lui viendront des médias et des mauvaises informations qui viennent des journalistes vendus aux riches, j'insiste. D'abord, ce n'est pas spécifique, c'est-à-dire que les citoyens exposés aux fake news sont aussi exposés que les députés. Les députés sont sensibles aux fake news et se font mettre la tête à l'envers par les journaux comme nous, hein, donc ce n'est pas spécifique. Et d'autre part, je voudrais attirer votre attention sur le travail de Jacques Testard, qui est un scientifique qui a été, dans les années 60, le père du bébé éprouvette, donc c'est un scientifique, et qui, une fois à la retraite, s'est mis en tête de créer ce qu'il appelle des conventions de citoyens tirées au sort. Ce gars-là croit au tirage au sort, il ne croit pas au référendum, parce qu'il pense que le référendum n'éclaire pas assez l'opinion. Les référendums, comme il les connaît, comme aujourd'hui, nous incitent, nous conduisent à voter, à opiner, alors que nous ne sommes pas informés, c'est-à-dire qu'on demande leur avis à des gens sur des sujets dont ils ignorent tout, et ça énerve Jacques Testard. Et donc c'est pour ça qu'il n'aime pas le référendum, parce que notre opinion est mal éclairée. C'est pour ça que je vous dis que si nous l'instituons, nous, on va faire attention entre l'initiative et le référendum à bien éclairer l'opinion à la Testard. Et donc, eh bien Olivier, j'arrêtais de vous parler parce que vous étiez sur votre téléphone. Hein. Mais donc, ce que vit Jacques Testard dans ses conventions de citoyens, il les forme avant de leur demander leur opinion. Il les forme, c'est-à-dire qu'il les expose à des opinions contradictoires sur des sujets très difficiles, comme l'euthanasie par exemple. L'euthanasie, il y a vraiment des arguments pour, des arguments contre, c'est pas facile. Ça pose des problèmes de morale à tout le monde. C'est un sujet difficile. Et donc, il y a des spécialistes de ce sujet qui sont favorables à l'euthanasie, il y a des spécialistes de ce sujet qui sont opposés à l'euthanasie, et Testard organise des conférences de ceux qui sont pour,
les tirés au sort les écoutent, des conférences de ceux qui sont contre, les tirés au sort les écoutent, des controverses entre ceux qui sont pour et ceux qui sont contre, des controverses, c'est-à-dire il y a des bagarres, on les voit se disputer, et les tirés au sort voient tout ça, les tirés au sort sont invités à lire, ils sont invités à en parler entre eux, et au bout du compte, après des semaines de travail, ces gens-là qui ont travaillé sur un sujet, ils ont bien travaillé sur le sujet, ils sont beaucoup moins exposés aux fake news que les parlementaires le sont aujourd'hui ou n'importe quel citoyen. Et donc il y a des moyens de protéger. Pour répondre à votre question, vous me demandiez comment protéger un citoyen lambda. Ben, je vous dis, en le formant à la manière de Jacques Testard dans ses conventions de citoyens, il obtient des résultats remarquables. Je vous conseille de lire un petit bouquin magnifique qui s'appelle L'humanitude au pouvoir. Il a inventé le mot humanitude. Le mot humanitude, pour lui, désigne cette élévation de la morale, de la conscience de ceux qu'il voit travailler dans... Et c'est concret, là, hein, c'est pas théorique, hein, c'est dans les assemblées de citoyens tirés au sort, Jacques Testard voit des humains conduits comme par la procédure qu'il a mise en place, ils sont comme conduits à opiner contre leurs intérêts personnels, mais pour l'intérêt général, et il ne le voit pas dans une assemblée, il le voit dans toutes les assemblées. Dominique, tu ne devrais pas me le distraire pendant que je réponds à sa question. Voilà. Donc, faites confiance aux citoyens. Quand ils sont mis en situation de délibérer et d'éclairer leur opinion, ils prennent les meilleures décisions qui soient et pas les pires. Bon, moi, je vais reposer un peu Étienne parce que je n'ai pas de questions à poser. J'ai juste une annonce à faire pour vous parler de ce qu'on fait à Revel. Alors, la salle, c'est un peu dégarni, c'est dommage, mais il y a sûrement des gens qui viennent de Revel des alentours. Donc, dans le but d'étendre un peu le mouvement et d'aller voir les gens au-delà de ceux qui sont sur les ronds-points, on avait fait au mois de décembre 2 agoras citoyennes un peu sauvages sous le beffroi pour que les gens fassent des prises de parole. À cette occasion-là, on avait fait signer des pétitions pour le RIC et pour les assemblées constituantes citoyennes. Et on a fait au mois de janvier une assemblée plus officielle avec des exposés, des débats dans la salle municipale de Revel. Et on va continuer par un atelier constituant qui se fera d'ici 3-4 semaines à peu près. Pour ça, en fait, on a constitué un collectif citoyen qui s'appelle Collectif Citoyen Revel, Sorez, Lauragais. Donc j'invite les gens qui sont dans la région, alors peut-être les gens de Castres aussi, mais j'espère que les gens de Castres organiseront leurs propres ateliers constituants. Donc de suivre ce qui va se passer autour de ce collectif qui a pour but non seulement d'organiser des débats, des rencontres, de la réflexion collective, mais aussi de faire des choses plus concrètes dans le domaine de la démocratie locale, dans le domaine des circuits courts, dans le domaine de l'écologie, etc. Donc j'espère qu'on vous retrouvera bientôt à Revel pour suivre nos activités. À gauche. À gauche. J'avais juste une petite remarque à faire pour rebondir sur un point que disait Étienne sur les élus qui sont promus par les plus riches. J'avais une petite recommandation à faire de suivre les travaux et les livres de Juan Branco, que beaucoup de monde doivent connaître d'ailleurs, qui explique tous les ressorts de l'élection de Macron par l'oligarchie, comment ça s'est passé depuis 4 ans, comment il a été vraiment amené au pouvoir par l'oligarchie. Il y a 2 ouvrages, contre Macron et Crépuscule. Crépuscule peut se trouver librement parce qu'il n'a pas trouvé d'éditeur. Donc vous allez sur Internet, vous cherchez Crépuscule et vous le trouvez. Il a trouvé un éditeur. Bon, enfin, en tout cas, on peut déjà le trouver gratuitement et le télécharger. Il va sortir le 14 mars. Voilà, Juan Branco, je vous le conseille. Merci. Vous dites que la salle s'est vidée, mais je la trouve incroyablement pleine. Il est pratiquement minuit. Il est minuit. Ça fait des heures et des heures qu'on est là. Il y a encore beaucoup de monde pour minuit. Hein. Et moi, je prends l'avion pour Bruxelles. L'avion est à 6 heures, donc il faut que j'y sois à 4 heures. Donc demain, il faut que je me lève à 3 heures. Donc je vais peut-être, enfin si on dure encore, je vais faire une nuit blanche comme quand j'étais ado. Hein. Non. Alors, on va peut-être aller en boîte avant le décollage. Ma question à moi sera très rapide. Pour les deux, pour Priscilla et pour Étienne, pour les deux, c'est la même question pour les deux. Donc vu l'heure, ma question est très rapide. Je ne sais pas si vous saurez répondre très rapidement aussi.
je fais partie d'un groupe de gilets jaunes du Lauragais, moi aussi. On vient tout juste d'adhérer à la démarche de répondre à l'appel de Commercy. Je pense que la plupart des gens ici sont au courant des différents appels qu'ont fait la commune de Commercy. Donc le dernier étant l'appel de l'Assemblée des Assemblées. Donc nous, on vient juste d'adhérer à cette démarche-là, c'est-à-dire qu'on va essayer de participer à la prochaine Assemblée des Assemblées qui se tiendra à Saint-Nazaire. J'aimerais savoir, donc, autant Priscilla que Étienne, ce que vous pensez de cette démarche que je qualifierais de démocratie directe qui a été lancée par le groupe de Gilets jaunes de Commercy. Alors moi, pour ma part, j'ai pas pu assister à cette Assemblée des Assemblées. Et je n'ai pas du tout... j'ai quelques échos de comment ça a pu se passer, mais pas grand-chose. Donc malheureusement, je n'ai pas d'avis à donner là-dessus. Il y a tellement d'initiatives un peu partout sur des assemblées qui se font. Alors moi, je suis en Ile-de-France, mais il y en a partout. Et on ne peut pas être partout. Mais du coup, j'ai pas plus d'éléments à donner que ça. Donc à vous dire, est-ce que c'est intéressant d'y aller ou pas, je ne saurais pas vous dire. C'est plutôt, si vous y aviez été, moi, je suis intéressé de savoir comment ça s'est passé par contre. C'est Priscilla qui m'a posé la question. Donc. Juste, non, on n'y a pas encore été, on vient juste d'adhérer à la démarche. On n'a pas été à l'Assemblée des Assemblées qui s'est passée à Commercy. Par contre, on compte aller à celle de Saint-Nazaire. Par contre... c'est à quelle date? Je me souviens plus là, je l'ai fait en avril, début avril. Mais si vous avez dû quand même voir les appels, je pense, et... je pense qu'enfin, on peut se faire une idée, surtout quand on regarde un peu les vidéos du déroulement de l'Assemblée des Assemblées. On voit, si vous voulez, que c'est... Pour faire très bref, ce sont des gilets jaunes, plein de groupes locaux. Il y en a eu, je crois qu'ils ont été 75 à Commercy, à la première Assemblée des Assemblées, qui essayent de se coordonner sur des bases apartisanes, asyndicales et sans représentants. Voilà. Donc en fait, on peut dire qu'ils font du RIC local en permanence, en gros. Voilà, à mon sens. Moi, je suis curieuse de voir. Je ne sais pas du tout comment ça s'est passé. L'Assemblée des Assemblées, ça fait partie de la biodiversité des résistances. C'est un essai. Dans les luttes sociales, on a toujours eu cette alternative. Est-ce qu'on s'organise et on est plus efficace, comme une armée est plus efficace parce qu'il y a une discipline. Et dans la lutte, c'est vrai que l'organisation militaire est quand même beaucoup plus efficace. Ou bien est-ce qu'on reste désorganisé parce que à ce moment-là, on est insaisissable et plus libre. Moi, j'aime bien la version on reste bordélique parce qu'ils ne vont pas arriver à nous attraper. Ils vont en attraper quelques-uns, mais pas tous. Si on reste désordonné et pas structuré avec une hiérarchie et des responsables, si on n'a pas ça, c'est très désorganisé et bordélique, à mon avis, on perd une partie d'efficacité, évidemment, mais on gagne l'invulnérabilité, on est insaisissable, le mouvement peut durer. Le mouvement peut durer s'il est bordélique. C'est paradoxal, ça, hein. Il est moins puissant, mais il peut durer, et avec la vitesse à laquelle je vois l'éducation populaire se répandre, je trouve que ça vaut le coup. Ceci dit, je me trompe peut-être, et l'Assemblée des Assemblées, c'est-à-dire une espèce d'essai de structuration, d'organisation du mouvement, peut-être donnerait de meilleurs résultats. Je ne les condamne pas, je ne les blâme pas, je les comprends. C'est bien qu'ils essayent et on verra ce qui fonctionne. Peut-être qu'il faut des deux. Peut-être qu'il faut des deux. Sûrement, il faut sûrement des deux. Et en fait, il faut que tout soit essayé comme dans la nature. La nature essaye tout et ce qui marche survit. En tout cas, merci de rester si tard, c'est spectaculaire. Hein. Vous êtes des acharnés, vous êtes obstinés. Et avec toutes ces filles sur les ronds-points, c'est sûr qu'on va gagner. Hein. Oh non, s'il te plaît. Bonjour. Alors, j'aurais une question à article 35.
par rapport... Coucou. Donc, je voudrais savoir qu'est-ce qui nous garantit que le tribunal international n'est pas aussi pourri que tout le reste et qu'on a à attendre quelque chose d'eux. Première question. Et après, je voudrais juste faire une annonce concernant un site et un atelier de travail effectif pour ceux qui auraient du mal avec, ça peut se comprendre, les créations constituantes qui peuvent être fastidieuses pour certains. Nous avons une autre activité qui consiste à entrer dans un chantier de jardin partagé. Si vous connaissez peut-être le groupe Nourrissez les Gilets jaunes au niveau national, il se présente des groupes au niveau départemental et nous, à Albi, sur Cambon, nous avons déjà un terrain et j'invite tous ceux qui sont intéressés à partager des travaux dans des jardins de permaculture de se tourner vers ce site. Voilà. Alors, pour répondre à la question, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que la Cour pénale internationale aura le devoir de justifier auprès à l'international pourquoi il n'agit pas, alors qu'aujourd'hui, la Commission européenne a indiqué que les violences policières, l'usage des LBD, des grenades glis, ces usages étaient condamnés, que l'ONU, il y a quelques jours, le 14 février ou le 13, a aussi rendu un communiqué de presse sur le fait qu'il dénonçait toutes les répressions qui étaient faites aux manifestants parce que c'est porter atteinte au droit le plus fondamental et international, le fait de pouvoir s'exprimer et opposer nos opinions. C'est un droit fondamental. Donc la Cour pénale internationale, elle pourra toujours se tenter, mais il va falloir qu'elle se justifie. Une dernière question. Alors on va faire une dernière question. Je ne sais pas pour qui elle était. On fera une dernière question, on sera obligé de clôturer. Parce qu'on n'a pas les clés de la boîte de nuit. Juste, je demanderai aux gens, quand ils sortent, un peu par respect, de faire doucement et ceux qui veulent discuter dehors. Merci. Donc, ma question s'adresse à Priscilla et à Étienne. Aussi nombreux, aussi compétents puisse-t-on être, est-ce que nous n'avons pas un mur en face et ne devrons-nous pas passer par le sang pour avoir ce pouvoir? C'est-à-dire qu'une révolution, comment peut-on imaginer une révolution pacifique? C'est là ma question. Alors oui, effectivement, on a un mur en face. Je pense qu'on a commencé à le démonter gentiment. Et tout le monde n'a pas le même avis sur la question. Il y a certains qui pensent qu'il faut y aller par le sang, d'autres qui pensent qu'il faut rester pacifique, d'autres qui s'alimentent du mépris du gouvernement pour justement monter en puissance au niveau de la colère. Donc ça gronde de week-end en week-end. On constate que certains qui étaient pacifiques au début n'en peuvent plus aujourd'hui. Et tous ces profils-là font que oui, si le gouvernement ne répond pas, forcément ça va finir mal. Mais j'espère bien qu'on va tous avancer en bonne intelligence et travailler plutôt sur des sujets où ils ne nous attendent pas et avec des outils qu'ils ne pensent pas qu'on peut utiliser. Et il y a beaucoup de failles dans la loi qui peuvent nous servir. C'est pour ça que ces initiatives-là, telles que celle du collectif Article 35, moi je la soutiens parce qu'ils ne nous attendent pas sur ces sujets-là. Ils pensent qu'on est juste tout bête à marcher dans la rue tous les dimanches ou tous les samedis. Voilà ce qu'ils pensent de nous. J'adore écouter Priscilla. Non, mais j'ai déjà répondu sur la révolution. Il me semble que si on est nombreux à vouloir la même chose, on l'aura, pacifiquement. Parce qu'on sera tous à le vouloir. Donc l'urgence, c'est qu'on soit nombreux. Je voudrais remercier les gens qui ont organisé cette journée, cette soirée formidable. Ils ont passé toute la journée et des jours. C'est vraiment merci.
Par contre, s'il vous plaît, juste une dernière chose, s'il vous plaît. J'aimerais bien qu'on se lève tous et qu'on fasse 1 minute de silence pour ceux qui nous ont quittés, pour tous les blessés qu'il y a eu, s'il vous plaît. Merci.